Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a pour nous là-dedans? Alors, est-ce que vous avez été... est-ce que vous trouvez qu'il y a quelque chose pour vous là-dedans? Quels sont vos commentaires? D'abord, je veux féliciter les gens qui ont travaillé sur ce projet. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de travail. Hein. Mais moi, j'avais quelques questions. M. Frenette ou M. Fortin? Denis Frenette. Frenette. 863 Saint-François-Xavier. C'est qui investit dans ce projet-là? Qui va mettre de l'argent dans le projet? Bon. C'est une très bonne question, ça, M. Frenette. Puis d'ailleurs, il y a eu une autre question. Est-ce que la Ville en met tout à l'heure là, de monsieur sur la valeur? Fait que peut-être sur cet enjeu-là, peut-être, quels sont les investissements, puis la part publique, la part privée? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bien, actuellement, c'est sûr que c'est un groupe d'investisseurs. Là, ça se trouve être un projet privé. Donc, c'est un groupe d'investisseurs qui sont prêts à développer ce projet-là. On ne parle pas de part de la Ville. On essaie d'amener le ministère de la Culture avec nous, c'est sûr, dans l'Espace Bleu. On a des discussions. Mais actuellement, c'est un projet privé. Ah, OK. Est-ce que la Ville, elle, s'engage à ne pas investir dans ce projet-là? Alors, M. Chicoine, la Ville, est-ce qu'il y a des investissements publics ou pas d'investissements publics? Qu'en est-il? Oups, votre micro. Comme on l'a mentionné, c'est un projet privé, c'est pas un projet public. OK, parfait. Donc, oui, attendez, on va laisser finir la réponse. Là. La Ville n'investit pas dans le projet. Elle va collaborer dans la réalisation à travers les services qu'on donne, mais pas d'investissement. OK. Donc, les citoyens, on ne va pas poser la question sur ce qu'on va gagner. On va souhaiter que les investisseurs ramassent un profit intéressant. Alors, ma question... je me demandais qu'est-ce qu'on allait gagner, mais je n'ai pas à me poser la question. Je ne suis pas l'investisseur. Non, mais si vous le mettez en question financière, c'est une chose, mais peut-être le bénéfice qui a été montré, c'est les espaces publics, là, c'est ça. Alors, moi, j'avais trois petites questions simples. Donc, le style des bâtiments, est-ce que ça va avoir conservé le côté ancien dans l'architecture? OK. Alors, je vais toutes les prendre, puis ensuite, on va y répondre. Donc, le style, le caractère, OK. Puis, moi, ce que vous savez qu'à Terrebonne, on n'a pas, je pense qu'on n'a pas de piscine publique. Okay. Il n'y a pas de piscine publique. Alors, je me demande comment ça se fait que vous n'en profitez pas pour mettre une piscine dans ce complexe. Merci. Alors, allez-y, continuez, puis on va tout répondre. Le dernier point, c'est très anglo-saxon, votre architecture, ce que je trouve, c'est qu'on a des petits balcons de rien, d'après ce que j'ai vu, des petits balcons de rien. Vous êtes-vous inspiré de l'architecture méditerranéenne? Si vous allez dans le sud de l'Espagne, vous avez de quoi pour vivre? Pas un petit balcon de rien. Alors ça, moi, je vous dis ça en passant, c'est bon. Ça va plus. Je comprends qu'on a tous envie d'un petit séjour dans le sud de l'Espagne. Ben oui, comme si c'était... Non, nous, c'est les Nord-Américains. Je ne sais pas pourquoi. Non, ça prend des petits balcons. Donc, c'est la même chose qu'ils font pour les gens âgés aussi. Mais tu ne peux pas recevoir plus que 2 personnes. Hein? Bon, ben, en tout cas, c'est ça. Non, mais c'est correct. Ça va donner l'occasion aux architectes de nous dire un peu comment. Bravo pour l'idée du marché public en passant. Ça, c'est bien, ça. Mais l'architecture, c'est le fun, ça ressemble un petit peu que quand tu vas là, tu trouves ça beau. Hein? Pas qu'à voir des arbres, pas qu'à voir des affaires avec télémédias, avec des images, puis des films, puis tout ça, d'abord. Une belle architecture. Okay, merci. Merci, M. Frenette. Où c'est que vous avez été dans le sud de l'Espagne, vous, là? Dites-nous. Ah, voilà! Il y a déjà eu une propriété dans le sud de l'Espagne. C'est ça. Alors, et en même temps que vous allez répondre aux questions de M. Frenette, si vous pouvez dire quelques mots, tout à l'heure, il y a eu des questions là, sur la présence d'amiante à l'époque dans le bâtiment, si vous pouvez en dire quelques mots. Alors, le style architectural, la piscine, le style anglo-saxon, les balcons, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Bien, tout d'abord, il faut comprendre que c'est un projet préliminaire. Alors, au niveau du style architectural, l'idée, c'est de donner des intentions. Et les intentions que l'on souhaite partager, c'est qu'il y a un style qui veut dans le respect de la Moody. Donc, il y a une transition aussi qui se fait sur le site. Au niveau des balcons, en fait, c'est sûr qu'il y a certaines limitations, puis il y a une contrainte. Quand on travaille dans la densité, on a des limites. On ne peut pas faire des trop grands balcons parce qu'il y a une propagation par le feu. Donc, il y a des contraintes techniques là, de code du bâtiment aussi liées à ça. Mais je prends votre suggestion et on peut certainement regarder ce qui peut être fait. Et au niveau du style, en fait, bien, Jeffrey, je ne sais pas si tu veux nous en parler un petit peu davantage ou si tu as des choses à rajouter là, sur ça. Puis vous direz quelques mots sur l'état du bâtiment avant le feu, là, si vous avez des informations là-dessus aussi. En fait, le style architectural qui est développé, qui est proposé, en fait, donc, comme Marie-André expliquait, c'est en respect. Donc, dans la partie Moody, on cherche en fait d'avoir une brique rouge, des éléments en fait très clés et significatifs du passé industriel qui va évoluer en fait en se dirigeant plus vers le nord. On a aussi donc, dans la partie sud, pas de balcon en fait, on a plutôt des systèmes qu'on appelle loggia. Donc, c'est toujours, en fait, dans cette idée-là de respect de l'architecture. Donc, ça ne fait pas partie d'une présence industrielle d'avoir des balcons. Donc, les balcons apparaissent un peu plus loin dans le projet quand on se rapproche du résidentiel existant. Et je reviens encore sur les balcons. Pour les unités plus familiales, en fait, il y a l'idée d'avoir pas juste des balcons, mais des cours aussi. Donc, des espaces au sol pour les résidents. Donc, évidemment, il y a toute une offre diversifiée sur l'ensemble du site. Loggia, c'est-tu espagnol, ça, ou italien? C'est italien, je pense. Hein? Exact, oui. On a passé proche de l'Espagne. Est-ce que je me trompe? Moi, j'habite pas très loin de l'usine Angus, l'ancienne usine Angus qui a été reconvertie. Est-ce que c'est un peu une architecture similaire que vous proposez ou différente? Je crois pour ceux qui connaissent, parce que c'est quand même un site bien connu. C'est sûr que chaque bâtiment fera l'objet d'une révision, même au niveau de la ville. Donc, il y a un processus. Chaque bâtiment pourra être apprécié, commenté par la ville. Donc, il y a vraiment un long processus, le menant, qui va se faire bâtiment par bâtiment pour apprécier les qualités et l'esthétisme. Ce qu'ici, je pense qu'il faut noter, c'est qu'on a une volonté, en fait, d'un promoteur qui souhaite travailler avec des matériaux nobles. Donc, vous avez vu, il y a beaucoup d'utilisation de briques. Donc, c'est des matériaux nobles, des matériaux riches, en fait. Donc, et puis, il y a un style plus, disons, international qui se développe puisqu'on migre vers le nord du site. Mais vraiment, il y a une belle volonté de travailler avec une qualité d'intérêt et surtout très noble. Okay. Et il y a cette fameuse question tout à l'heure sur l'état du bâtiment avant le feu, après le feu. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Oui, je peux répondre. Dans le fond, nous autres, quand on a acquéri l'emplacement, on a fait faire des études environnementales pour vérifier l'état du site. Il n'y avait pas du tout d'amiante. Les études ont sorti qu'il n'y en avait pas du tout. Il n'y avait aucune contamination grave. Donc, puis suite à l'incendie, on a fait nettoyer les sols aussi pour enlever les sols contaminés dus à l'incendie. Donc, au niveau de la contamination, on n'a pas du tout à s'en inquiéter. Puis c'est sûr que ça reste la responsabilité du privé, vu que c'est un terrain privé aussi, puis de faire les expertises nécessaires dans la suite des choses, dont dans les civils aussi, qu'on doit respecter au niveau du ministère. Donc, ça va de soi que de notre côté, là, on a fait les travaux, on a fait les analyses en conséquence, puis la suite des choses va suivre dans la même direction. Merci. Merci pour vos questions, M. Frenette. Madame, Pierre, je voudrais peut-être juste rajouter un point sur l'architecture, je pense que c'est important. On l'a mentionné que c'est des volumétries plus que de l'architecture en détail, mais le règlement est assujetti quand même au PIA, c'est-à-dire qu'au contrôle de l'architecture. Alors, la Ville va regarder, comme on l'expliquait tantôt, bâtiment par bâtiment à travers le comité consultatif d'urbanisme. Alors, il y a une assurance de qualité qui va être regardée, parce que ça fait partie de la réglementation qu'on va imposer aussi. Un PIA, là, vous nous parlez en acronyme, là, c'est un plan d'implantation et d'intégration architecturale. C'est avec cet outil réglementaire-là que les villes jugent de la qualité architecturale des bâtiments, puis discutent avec les constructeurs, les développeurs, la qualité architecturale. Madame, en vous nommant? Oui, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Lucie Galarneau. Je demeure sur la rue Saint-Jean-Baptiste dans le Vieux-Terrebonne. D'abord, je voudrais souhaiter tout le succès possible qui vous sera permis parce que moi, ça me fait un projet qui... Je suis étourdie.
Je regarde une place publique dans laquelle on dit un espace bleu, pourquoi pas un vert, un espace social, un espace culturel, communautaire, commercial, multigénérationnel et 900 logis. Je taperai pas de connaissances sur ma chaise. C'est mon opinion, ça ne sera pas une question. Moi, ce que ça fait, c'est que vous avez beaucoup mentionné... Approchez-vous du micro, Mme Galarneau. Je pense que les gens derrière vous entendent mal. Merci. Vous avez énormément mentionné que vous pensiez aux générations futures, les familles futures, les ci, les ça. C'est parfait. Mais il y a aussi, dans le Vieux-Terrebonne, des générations passées date, puis des générations présentes. Votre projet, il est beau. C'est vrai qu'il est beau. Ce projet-là attire du tourisme. Voilà, vous voyez, on vous entend mieux comme Merci. Le projet attire beaucoup de tourisme. C'est pas qu'on n'en veut pas, mais moi, je me dis qu'il n'y a plus de place. Il n'y en a plus de place pour du tourisme. On les met où, les voitures? Il y a l'île des Moulins qui n'est même pas exploitée à 100% pour tous ces projets culturels, sociaux et tout ce que vous voudrez. Puis on va aller faire une bâtisse qui va attirer 900 personnes, 2 chars chaque, puis tout le touriste qui va venir visiter, prendre un petit café. Alors, c'est une opinion. Ça n'empêche pas que je vous souhaite beaucoup de succès dans votre projet. J'espère qu'il va être revisé. Moi, je trouve ça grandiose pour un Terrebonne que j'ai connu bien autrement. On va aller mettre des commerces dans un gros édifice, alors qu'on en avait qui sont disparus, que ça n'a pas fonctionné. Fait que je vous dis ça comme ça. Puis la dernière chose que je voulais dire, c'était que tantôt, on a parlé des infrastructures nécessaires pour ce bâtiment, alors qu'on n'a jamais parlé que sur la rue de la Loire, à quelques mètres plus loin, qui est 2 rues plus loin, il y a une bâtisse qui s'en vient avec carrefour familial, garderie de 150 places, un répit pour personnes handicapées ou répit Gilles Carle. Alors, on s'en vient aussi faire là, à 2 rues, quelque chose avec des passages piétons, avec des arbres, avec et tout ça. Fait que je demande réflexion à toutes les parties. Merci. Merci de vos commentaires, Mme Galarneau, de votre opinion. Monsieur Desormeaux, oui, j'ai domicilié toujours au même endroit, à moins d'avoir été évincé en étant ici, mais je ne penserais pas. Ça devrait être toujours le 596 boulevard Terrebonne. Merci beaucoup pour la projection. Personnellement, je pense que c'est un très beau projet, mais qui n'est pas à bonne place. Parce que sur le terrain, je comprends, les gens se présentent, puis on nous dit, bon, on est de Terrebonne, puis on est des bons. C'est parfait, mais place publique, pour moi, c'est augmentation du bruit, augmentation de la circulation. On parle, puis les gens l'ont touché à plusieurs fois, là, on parle de 900 unités d'habitation. On nous dit que les jeunes familles vont être intégrées là-dedans. Moi, c'est le dernier endroit que j'aurais été pour élever mes enfants, parce que quand ils réussissaient à faire une sieste d'après-midi ou début de soirée, j'étais tellement content que s'il avait été réveillé par un festival de musique ou des clowns, j'aurais été en beau, je ne sais pas quoi. Je sais quoi, je ne veux pas le dire. Fait que c'est augmentation du bruit, augmentation de la circulation, augmentation de la criminalité aussi, là. Il y a des gens qui restent alentour de ça. Puis j'ai vu sur la présentation, on va toucher des bâtiments sur la rue Langlois aussi, là. Il n'y a pas juste Maudit qui va être touché, là. Ce que je peux décoder, c'est qu'il y a des bâtiments sur Langlois commerciaux à l'heure actuelle. Je pense à l'ancienne fabrique de cadres là, qui est là, dans ce coin-là. Ça, je comprends aussi que dans tout cet amalgame-là, ça va sauter. Fait que ça, c'était pour d'autres bâtiments. Fait que, puis ce que j'appréhende, c'est une gentrification. On nous parle de café de proximité. S'ils vendent le café à 10$, bien, c'est de valeur, mais c'est des touristes, c'est des gens d'ailleurs. Fait que qu'est-ce qui va rester aux gens de Terrebonne? C'est de rester pris dans la circulation le matin en allant prendre le pont, prier pour qu'il n'y ait rien d'autre des infrastructures Pont-Pineuf ou Papineau qui cèdent, parce que là, je suis content de prendre ma retraite en juillet, j'aurais pu faire le transit. Mais ceux qui restent, c'est ça qui reste aux gens. Puis c'est correct de faire de l'argent. Puis on nous présente une présentation, je comprends que c'est embryonnaire, plus, je dirais, mais on n'est même pas capable de savoir c'est qui est investisseur là-dedans. Je comprends que c'est un projet privé, mais il faut faire des ponts. Si on est ouvert on va être transparent. Moi, j'ai été invité ici ce soir par une lettre, on nous parle de transparence.
on n'est même pas capable de savoir qui est promoteur, vraiment. J'ai essayé de prendre les noms en note des promoteurs ou de votre firme d'ingénierie. Je vais vous les redonner, là. C'est ça, mais jamais ça apparaît dans la présentation. Donc, dans le futur, si cette présentation-là est publique, les noms n'apparaissent pas. Fait que, c'est tout ça. Je ne veux pas partir d'un côté non plus. C'était juste ça, commentaire. Juste sur ce dernier point-là, là, il y a le rapport de l'Assemblée de consultation va être sur le site Internet de la Ville dans les prochains jours. Avec le nom de l'ensemble des intervenants et de leurs entreprises sont là. Puis ils sont d'ailleurs, Sidley Architecture l'a mentionné aussi sur la présentation. Mais ça sera là, hein, vous avez tout ça. Je laisse la place à mes co-citoyens. On peut peut-être répondre à ces questions-là, si vous le souhaitez, là, dans le sens où... oui, bien sûr, bien sûr. Alors, donc, merci pour vos questions. Alors, sur les commentaires ou sur la densité, puis l'impact sur les citoyens, puis aussi sur la question de est-ce qu'on peut connaître les investisseurs, est-ce que vous voulez offrir une réponse? Peut-être sur la densité, c'est un milieu, en fait, il y a une mouvance, en fait, dans les centres urbains, puis on est quand même, on est en périphérie, donc, de Montréal, de créer des milieux de mixité, en fait, des milieux de mixité pour aussi se libérer de la voiture avec des commerces de proximité. Donc, évidemment, ça ne répond pas aux besoins de tous, mais il y a quand même une mouvance, en fait, donc, de créer ces milieux-là, des milieux actifs, des milieux de vie diversifiés, où on mélange aussi les différents types de population, des différents types de logements. Donc, oui, c'est vrai aussi que ça donne une impression où il y a beaucoup de choses qui se passent, mais c'est volontaire et c'est dans la mouvance de créer des quartiers qui vont être résilients et qui vont traverser le temps. Et peut-être sur le deuxième point, en fait, bien, je pense que les investisseurs sont à nos côtés. Nous, Sidley Architecture, on n'est pas investisseurs, donc on est une firme de services qui fait de la création urbaine et architecturale. Merci beaucoup. Oui. Madame, en vous nommant, s'il vous plaît. Geneviève Couture, 3372 rue Napoléon, anciennement résidente du Vieux-Terrebonne et anciennement travailleuse culturelle très investie dans le Vieux-Terrebonne. Ma question, elle vient vraiment au niveau culturel, c'est au niveau de la bâtisse comme telle. On sait, après le feu catastrophique, il y a eu des dommages irréparables. Et puis, je me demandais quelles étaient les parties qui ont été endommagées, qui seront préservées. Si elles le seront, est-ce qu'elles seront non seulement préservées, mais restaurées? Pas rénovées, mais restaurées. Et puis, si les parties qui ont été détruites, qui étaient considérées comme patrimoniales, vont-elles être reconstruites comme elles l'étaient auparavant? Excellente question, Mme Couture. Qu'est-ce qu'on prévoit comme travail de restauration? Donc, en fait, après l'incendie, il y a eu du renforcement, en fait, des éléments qui étaient encore en place. Donc, qu'est-ce qui avait survécu à l'incendie? Évidemment, ces éléments-là, ils ont été conservés pour les conserver. Donc, il va y avoir une restauration de tout ce qui est encore en place et tout ce qui a disparu suite à l'incendie. Donc, la partie plus arrière, en fait, de l'usine va être reconstruite telle que les conditions d'origine. Donc, on va vraiment reconstruire, en fait, pour que l'esthétisme du bâtiment, en fait, soit en respect aux conditions d'origine et même aussi à l'intérieur. Donc, on va avoir une reconstruction suite aux conditions d'origine, donc en respect, toujours une fois, à l'usine. Donc, la structure et ainsi de suite va être reconstruite et mise en valeur. Parfait. Puis, en passant, félicitations aussi d'avoir pris Sidley. Je pense que vous êtes investi à Zibi. Puis, c'est vraiment bien ce que vous faites au niveau de la restauration puis de l'intégration du vieux avec le nouveau puis tout ça. Donc, bonne chance. Je pourrais peut-être ajouter un petit complément. Je m'excuse. Oui, juste un instant. Monsieur. Il donne son numéro de téléphone avant de partir. OK, c'est beau. Alors, tant que ça se fait dans le silence, on est... Alors, M. Chicoine, vous vouliez compléter? En fait, on l'a mentionné tantôt, c'est un bâtiment qui est cité au niveau patrimonial. Alors, toute rénovation, agrandissement doit passer au Conseil local du patrimoine avec des normes, bien sûr, de protection patrimoniale. Et ça garantit un peu ce que Mme a dit tantôt, Monsieur a dit plutôt, excusez, mais que l'importance de maintenir sa valeur architecturale patrimoniale est super importante. C'est pour ça que ce bâtiment-là est cité d'ailleurs. Merci.
Merci. Merci. Je voulais souhaiter bonne soirée à M. Delisle. Il se passe toujours quelque chose de spécial dans chaque assemblée. Merci, Mme Couture, pour vos questions, vos commentaires. Monsieur, en vous nommant, s'il vous plaît. Monsieur, dame, bonsoir. Mon nom est Hugo Durocher. Je réside sur le boulevard de Terrebonne. Je vais avoir des questions pour le promoteur ainsi que pour la ville. Ma première, au niveau du stationnement, un petit peu comme Madame a parlé un peu plus tôt, on parle d'une zone d'à peu près 60 places de stationnement temporaires. On veut faire une zone qui va être pour monsieur, madame, tout le monde, pour des événements et tout. Ça fait presque 10 ans que je suis dans le Vieux-Terrebonne. Il n'y a déjà pas de place pour se stationner. Il y a déjà des réglementations. Quand il y a des périodes de déneigement, il y a des côtés qu'on ne peut pas stationner. Est-ce qu'il y a un stationnement incitatif qu'on veut faire? Sinon, est-ce qu'il y a un shuttle pour du transport en commun qu'on pense pour aller stationner ailleurs? Je vois que la Ville a fait des efforts des dernières années pour utiliser des sites comme ce qui est de l'église juste à côté, pour utiliser l'ancien site du Desjardins qui appartient à la Ville maintenant pour essayer de mettre les gens qui sont de passage. C'est problématique. Vous pensez qu'il n'y en a pas assez, c'est ça? Puis là, vous demandez, il va y avoir une navette ou quelque chose? Je pense qu'on peut faire un vote à main levée pour voir si on pense qu'il y a assez de place dans le Vieux-Terrebonne en ce moment. Non, mais je veux dire, vous dites, parce que je veux juste bien être certain de comprendre, il n'y a pas assez de place de stationnement dans le Vieux-Terrebonne, mais sur le projet, vous trouvez qu'il n'y en a pas assez? C'est parce que de ce que je comprends, avec ce qui a été proposé, comme pour la place publique, on parlait d'un espace de 60 espaces pour une durée de 60 minutes. Si on va attirer des gens là, 60 minutes, ça laisse peu de temps. Je comprends. Alors donc vous demandez, ça se peut-tu qu'ils stationnent ailleurs et qu'on les amène sur le site de Moody? Va-t-il y avoir des navettes ou quelque chose comme ça? Oui, parce qu'il faut penser aussi qu'il est beau le projet, mais il y a d'autres projets ailleurs qui se font. Donc, tout ce secteur-là, il va être extrêmement en demande. Ça, c'est la première chose. Ouais. L'autre chose que je me demande, c'est beau tout ça le projet. Y a-t-il des chargeurs pour les véhicules électriques à quelque part là-dedans qui est mis? Bonne question. Ensuite? La dernière chose, à titre de comparatif, monsieur, madame, tout le monde, on parlait d'auteur de bâtiment. Le plus haut qui va être 6 étages, on parle que ça va être haut comme l'église, si je comprends bien. OK, on va voir s'il y a des comparatifs. Merci. Est-ce que vous en avez d'autres? Non. Alors, on va les prendre dans l'ordre, là. Alors, expliquez-nous la gestion des stationnements, ces 60 places-là, des navettes, etc. Est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas? Oui, en fait, les 60 places qu'on parle, c'est les 60 places qui sont plus ou moins 60 sur la rue Moody. Donc, c'est des stationnements publics qui vont être minutes, donc 15 minutes, 60 minutes et ainsi de suite. C'est vraiment pour les gens qui sont de passage, en fait, pour venir récupérer un élément et pour transiger. Si on va aller au commerce, maintenant, pour aller à un restaurant, est-ce qu'on reste plus longtemps qu'1 heure, il est évidemment prévu dans le stationnement souterrain des places pour le commercial. Donc, il y a un ratio à respecter qui a été discuté avec la Ville de Terrebonne et ainsi de suite pour répondre justement à la demande de tout le 72 000 pieds carrés de commercial. Donc, évidemment, on ne veut pas venir cannibaliser, merci beaucoup, les places qui sont déjà surutilisées sur rue et ainsi de suite dans le Vieux-Terrebonne. Donc, on va offrir des places dans le souterrain. Les places en souterrain ne sont pas que pour les résidents, sont aussi pour les visiteurs. Est-ce qu'il y a des navettes quelconques de prévues de déplacement d'un site à l'autre? En fait, je peux peut-être rajouter, est-ce que je rajoute toujours, moi je commence jamais. En fait, les espaces de stationnement, on a eu de grosses discussions, effectivement, parce qu'on ne veut pas empirer la situation dans le Vieux-Terrebonne, parce qu'on sait effectivement qu'il y a quand même des problématiques de stationnement. Alors, l'espace stationnement souterrain est essentiel. On a même regardé, dans le cas si l'espace bleu viendrait à redévelopper le site, d'avoir du stationnement sous le bâtiment de la Maudit présentement aussi, pour pouvoir avoir ces espaces commerciaux là aussi. Alors, les espaces qu'on va parler à l'extérieur, c'est qu'on veut aussi, bien sûr, le stationnement extérieur, on ne veut pas qu'il soit pris pour les visiteurs en permanence dans la rue, mais qui permettent un roulement au niveau commercial. Il va y avoir des commerces de proximité, il va y avoir des commerces où on va plus longtemps. Alors, les gens, souvent, quand on arrête rapidement, on ne veut pas aller au sous-sol, mais ces espaces de stationnement-là sont réservés pour des périodes précises pour éviter que les visiteurs des condos s'installent là puis qu'ils passent la journée au complet dans le stationnement. Fait qu'il y a une gestion du stationnement qui est regardée en détail, mais essentiellement, le stationnement souterrain est la grande réponse.
Tout ce qui est navette, ces éléments-là, on est toujours en train de regarder ça parce qu'on veut favoriser le stationnement collectif, on veut favoriser des navettes. C'est sûr que c'est une question de densité aussi, c'est une question de demande. On a regardé, il y a plusieurs discussions qui ont eu lieu avec le Conseil aussi sur les autopartages, ces éléments-là, mais c'est toujours une question de combien d'utilisateurs vraiment pour attirer ces éléments-là. Mais ça fait partie de toutes les projections qu'on regarde parce qu'on veut diminuer idéalement la voiture dans Terrebonne, spécifiquement dans le Vieux-Terrebonne. Alors, il faut donc encourager ce type de transport collectif et on regarde ces solutions-là toujours. Mais présentement, dans le projet, on est beaucoup plus dans les ratios de cases de stationnement importants pour s'assurer de ne pas empirer la situation. Merci. Borne électrique, borne de recharge? Borne de recharge, on l'exige dans tous les projets à Terrebonne maintenant. Alors, on va parler des prochaines étapes tantôt, mais on comprend que ce projet-là devra faire l'objet d'une modification réglementaire et les normes, on a un paquet de normes environnementales sur les toits verts, les espaces de stationnement électriques. Alors, on demande déjà les bornes de recharge électrique dans tous les nouveaux projets et ça va être la même chose dans le cas du district Maudit. Est-ce qu'on a des comparatifs? 6 étages, d'autres bâtiments, églises, collèges, pas loin? Bon, on a 6 étages déjà sur... Juste pour que les gens puissent se faire une idée. Sur des seigneurs, on a des bâtiments de 6 étages, 5, 6 étages. On a plusieurs bâtiments là, de ces gabarits-là. Directement à côté, je ne vois pas, là, mais plusieurs projets. En tout cas, on pourra regarder puis vous indiquer des projets de 6 étages en Terrebonne. Il y en a plusieurs. Merci, M. Durocher. Merci bien. Plaisir. Alors, M. Fortin, c'est ça? Jules Fortin, 344 Léveillé à Terrebonne, le voisin d'Amoudé. 3 questions. Première question, je parlais pour le gaz. Propane qui va chauffer ça? Oui, c'est vrai, il y avait une question, comment est-ce que c'est chauffé? Alors, je la reprends en note. Ensuite? Deuxième question. Oui. Le garage souterrain, ça va prendre une couple de coups de pelle. Je présume qu'ils vont passer par la voie Terrebonne. Ça ne passe pas par Léveillé, c'est trop serré. Puis OK. Par où on a accès? Par où vous avez accès? Pour faire l'excavation. Oui, descendre, puis remonter. Troisième question, question prévention de sécurité. Ça prendrait une méchante bonne coupe une coupe de haies en arrière au complet. C'est haut. Ça revient sec, puis un petit vent. Là, il y a un feu, on va avoir des problèmes parce que là, chez moi, ils ont coupé un arbre, ils ont tout laissé à terre, puis c'est à côté sur mon garage. Là, vous voulez dire en ce moment, là, sur le site. En ce moment, il y a des enjeux avec la haie et des arbres à terre. Okay. Oui, puis pour finir, un petit détail. La 4e. Oui, la 4e. Ils ont installé une clôture de 8 pieds. J'ai perdu 3 pieds de terrain depuis l'incendie. Je suis plus capable d'aller en arrière de mon garage. J'espère récupérer un jour. J'ai pour toute corde à linge, puis si jamais la corde à l'eau, j'ai un sérieux problème. Okay. Alors ça, je pense que c'est un enjeu personnel là, que vous allez peut-être pouvoir régler directement avec les propriétaires. Mais on va vouloir... Au promoteur. Oui, c'est ça. C'est correct, mais je suis sûr qu'il va vouloir le discuter directement avec vous. Comment est-ce que c'est chauffé, ces bâtiments-là? À la fois la Maudit puis les autres, qu'est-ce que vous prévoyez en termes d'énergie? C'est sûr qu'on n'est pas du tout rendu à cette étape-là. On n'est que dans l'idéation architecturale. Donc, éventuellement, il y a des équipes de génie, en fait, là, du promoteur, donc dans le privé, qui vont se pencher là-dessus. C'est sûr qu'il y a une grande volonté de faire de ce projet-là un projet avec une vision innovante sur plusieurs aspects, mais le chauffage et l'énergie en est une. Je pense qu'avec le coût de l'énergie, les promoteurs n'ont plus le choix. Le retour sur l'investissement est inévitable, en fait. Donc, des stratégies. On n'a pas identifié encore quelles seront exactement les stratégies, mais est-ce qu'on fera de la géothermie? Est-ce qu'on travaillera sur une performance d'enveloppe des bâtiments aussi, donc l'enveloppe extérieure des bâtiments pour la rendre plus performante? Le code de l'énergie, maintenant, aussi nous exige. Il y a un nouveau code de l'énergie qui est en vigueur. Donc, il y a différentes stratégies, puis je pense qu'elles vont être, l'ensemble de ces stratégies-là vont être observées. Mais je ne pense pas qu'il y a le choix encore final qui est proposé. Pour les garages, à la fois par l'excavation, puis après ça, les accès, là, monsieur dit, ça ne rentrera pas par toutes les rues, il y a des places que ça prend des rayons. Bien, la bonne nouvelle, c'est un site qui est immense, donc c'est facile, ça, je pense que ça va devenir assez facile quand même de sécuriser des accès dédiés aux chantiers.
Et je suis certaine qu'en temps et lieu, là, il y a des plans qui vont être mis en place pour mitiger les impacts sur le voisinage, en fait, puis s'assurer que ce soit sécuritaire. Le message est passé pour la présence de haies, là? Lors des travaux, on demande toujours au promoteur de déposer un plan de gestion de son chantier. On regarde où les équipements vont être entreposés, on regarde où les véhicules vont sortir, on sécurise les sites. Ça fait partie de la gestion du chantier quand on commence les travaux, toujours. Okay. Pour ce qui est de la question des haies et des arbres par terre, ça, je ne sais pas si ça relève de la ville ou du propriétaire du site. On va prendre l'adresse en note, on va aller vérifier. Là, puis pour répondre aux questions de M. Desormeaux tantôt, là, les deux promoteurs qui sont ici, je m'appelle Mathieu Jean-Marie, je suis le PDG de Villan Construction. On est un promoteur investisseur majeur dans le projet. Puis Julien Carl aussi à côté. Là, donc, on est les bonnes personnes qui sont là. On va s'assurer d'aller vérifier qu'est-ce qu'il y en est pour la clôture puis les headsets, là, sans faute. Okay. Merci beaucoup. Non, après, pour je vous reprendrai les questions, là, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont au micro. Alors, je pense que vous avez eu l'information. J'ai oublié tout à l'heure, je vous avais dit, quand il y a eu la présentation, tout de suite après, il y aurait juste les prochaines étapes. Une petite pause, on va juste vous les présenter, puis ensuite on prend les questions, comme ça vous allez avoir toute l'information. Alors, c'est une slide. Oui, je pense que c'est important parce qu'il y a des gens qui commencent à quitter avec l'information à se retransmise à tout le monde. En fait, les prochaines étapes, c'est le plan d'aménagement d'ensemble doit faire l'objet d'une approbation du conseil municipal. Alors, suite à la rencontre d'aujourd'hui, on fait le post-mortem, on regarde s'il y a des éléments à bonifier, à corriger. Bien sûr, il y a encore des étapes qui ne sont pas complétées, mais on finalise le plan d'aménagement d'ensemble pour la faire adopter au conseil municipal. Ensuite, c'est un changement de zonage. Comme on parlait tantôt, un plan d'aménagement d'ensemble, c'est les grandes vocations, les grands principes, mais on doit donc l'enchasser dans un règlement de zonage par la suite. On part donc un processus de modification réglementaire. Dans la modification réglementaire, on assujettit les nouveaux bâtiments au PIA, quand j'ai parlé tantôt, au règlement de contrôle architectural. Ensuite, le processus d'adaptation réglementaire, c'est un processus qui dure à peu près 4 mois au total. Dans cette période-là, il y a une consultation publique qui est prévue sur le règlement pour démontrer que le règlement et le plan va de soi. Alors, on résume en fait le projet en forme réglementaire. Il y a une consultation publique de prévue dans le processus. Ensuite, on tombe dans l'élément plus technique, préparation de plan de vie d'ensemble du développement, réalisation des protocoles d'entente selon les phasages, réalisation d'entente des infrastructures et toutes les garanties financières, travaux d'infrastructure et à la fin de tout, émission de permis de construction. Alors, c'est toutes les différentes étapes qui sont à suivre. Mes excuses, hein, c'est moi qui il était dans mon dos, là, je ne les ai pas vus. Alors là, vous avez la fin de la présentation. Monsieur, en vous nommant, s'il vous plaît. Oui, Éric Huard, je demeure au 672 boulevard Terrebonne, à Terrebonne. Félicitations pour le choix de nom de la rue. Dans le fond, moi, si je comprends votre principe, ma réflexion, ma question est pour les promoteurs. Dans le fond, là, vous, ce que vous proposez, c'est une ville à l'intérieur d'une ville. Vous voulez offrir un deuxième pôle culturel, augmenter l'offre à Terrebonne. Terrebonne est la 10e plus grande ville au Québec, donc ça va amener une dimension supplémentaire. C'est un concept qui est de plus en plus populaire, puis on se retrouvera avec des commerces de quartier, de ce que je comprends. En plus, on pourrait aller de façon piétonne dans le secteur, puis on se retrouve avec des gens qui viennent de Terrebonne, qui veulent investir dans notre ville. Moi, ça, je trouve ça fantastique. Je salue cette démarche-là. Vous êtes accessible, on vous a déjà vu, on a pu vous poser nos questions. Fait que ça, j'aime beaucoup ça. Je suis conscient que pour restaurer un projet comme ça va prendre quelque chose d'autosuffisant, et c'est ce que vous proposez. Moi, le bout que je veux vous entendre un peu plus, c'est que vous avez parlé beaucoup d'expressions disponibilité d'unités d'habitation diversifiées. C'est un terme assez large. Moi, je veux savoir, est-ce que c'est des gens qui vont louer des unités chez vous, qui vont changer d'adresse, ou on parle de gens qui vont devenir propriétaires, qui vont embrasser notre mode de vie, qui vont vivre à Terrebonne, qui vont développer leur famille, qui vont rester ici pour longtemps? Moi, je veux comprendre ce bout-là de votre côté. OK. Alors, question très claire. Propriété, location, qui est-ce que vous visez comme clientèle? Comme on parlait tantôt, c'est vraiment multigénérationnel. On veut toucher toutes les clientèles, tous les âges, mais on veut aussi avoir la
excusez-moi, la diversification des habitations, c'est aussi par le modèle qu'on peut offrir. On parlait de studios de 3,5, de 4,5. Bien, quand on parle d'unités sur 2 étages, on parle de ce type maison avec des cours. Donc, la diversité des modèles d'habitation font justement un élément, un secteur, un milieu de vie multigénérationnel qu'on va retrouver de tout le monde puis qui vont embrasser un milieu de vie, pour reprendre tes mots, avec des commerces de proximité, puis d'être autosuffisant, puis d'aller à pied simplement, aller chercher son épicerie, aller à la boulangerie, aller au marché. Donc, c'est un petit peu dans cette vision-là qu'on a amené les typographies de logement, puis la clientèle qu'on veut qu'il soit, puis ça va être de toutes sortes, là, donc. Bien, super, c'est un projet qui voit grand, puis moi, je trouve ça super. Bonne journée. Merci, M. Huard. Mme Fortin. Oui, c'est ça, 145 rue Saint-Pierre. En fait, félicitations, je trouve ça très beau, c'est esthétique, il y a plein de belles idées. Je trouve que c'est innovant, puis ça va amener du positif, d'après moi, dans le quartier. Mais là, ça n'a pas répondu à la question de M. Huard, tantôt, de savoir, vous prévoyez un ratio de combien de locataires versus propriétaires? Est-ce que c'est des gens qui vont acheter ou des gens qui vont louer? Ça va être vraiment diversifié. On va pousser notre analyse de marché dans ce contexte-là plus loin. Il va y avoir du monde qui vont acheter, il va y avoir du monde qui vont louer. Okay. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas statuer sur un pourcentage immédiat comme ça parce que le marché peut tout le temps changer et être en mouvement. Donc, je ne peux pas établir un montant actuellement. Mais il y a une volonté d'avoir les deux types. Il y a une volonté de toutes sortes. Encore là, diversité multigénérationnelle, on est à la même place. Là, ouais. Vous parlez de phase 1, phase 2. Combien d'unités dans la phase 1 versus la phase 2? Okay. Bonne question. Est-ce qu'on a une idée de ça? Il y a plus que 2 phases. Simplement, quand on parlait d'une phase ou 2, c'était pour diviser le PAE. Okay. Donc, quand on parlait de phase 1, c'était notre section Moody. Puis quand on parlait de phase 2, c'était plus la section des autres propriétaires qui faisaient partie du PAE. Donc, c'est sûr que l'usine Moody, notre section à nous, va voir plusieurs phases. Là, on ne fera pas ça en 1 ou 2 coups. Là, ça va être évolutif. Là. Est-ce que vous avez une idée, excusez-moi, est-ce que vous avez une idée de on commencerait par quoi? Puis... Le système de phasage reste encore à voir avec la Ville. Là, on est encore en phase préliminaire. Donc, c'est sûr que c'est des choses qu'on va devoir statuer dans les études, dans les discussions avec eux. Donc, pour l'instant... Oui, relié aux infrastructures et les moyens de compensation. Donc, il y a encore plusieurs volets à vérifier. Okay. On ne peut pas statuer actuellement. Bien, en fait, ça amène à ma question. Parce que dans le fond, on parle beaucoup de la promenade, la place publique, les commerces de proximité, les restaurants, les cafés, tout ça. Ça prend des gens qui veulent s'installer là. Là, vous vendez le projet avec « Oh mon Dieu, le marché public ». On n'a pas de garantie qu'il va y avoir un marché public. On n'a pas de garantie qu'il va y avoir des restaurants. Dans le sens qu'il y a des projets qui ont déjà été lancés. Chambéry à Blainville, c'était censé avoir la place de la Savoie, puis toutes ces choses-là de restaurants, ça fait 7-8 ans que c'est en construction, il n'y en a pas encore. Donc, tu sais, il est où l'engagement ou l'obligation d'avoir ces services-là qui font partie intégrante, dans le fond, du volet le plus intéressant de ce que vous proposez? Parce que, dans le fond, est-ce que vous allez être les propriétaires de ces espaces commerciaux-là? Puis est-ce que vous vous engagez à ce qu'il y ait des commerçants qui soient là? OK, c'est une très, très bonne question, vaste. Robert. Peut-être, oui, Robert. Alors, donc, la Ville. Comment est-ce que la Ville encadre ça? En fait, l'engagement, c'est la réglementation qu'on va imposer. Nous, au niveau du règlement de zonage, on va identifier la partie commerciale, le nombre de pieds carrés commercial. Ça va être enchâssé dans le règlement et ça va être l'obligation de respecter les usages qui vont être au règlement. Alors, nous, ce qu'on veut faire vraiment, c'est qu'un PAE, c'est ça, je dirais, l'avantage pour la Ville, c'est qu'on est capable de voir le projet de façon détaillée puis ensuite faire le règlement adapté. C'est un gros avantage, parce qu'habituellement, on zone le territoire, puis on dit, il va y avoir une zone commerciale là, une zone résidentielle, mais on ne sait pas comment ça va finir, parce qu'on fait mettre l'intention. Là, on a le détail du projet. Alors, on peut faire notre règlement détaillé en fonction du projet. Fait que le nombre de pieds carrés commerciaux, on peut l'enchasser dans le règlement de façon précise. C'est ça la meilleure garantie que vous pouvez pas avoir. Okay, ça va être dans le règlement du zonage. Donc, je comprends qu'il va y avoir des espaces commerciaux qui vont être prévus, mais il n'y a rien qui dise qu'il va être obligé d'être
utilisés. Ça pourrait être ils vont être prévus, vont être réservés à ces fins-là. Comment ils vont se combler, quand, dans le temps? C'est ça, ce que je veux dire, c'est que ça pourrait être des propriétés commerciales vacantes. Parce qu'il y a pas... C'est sûr que le type de commerce va être regardé beaucoup en fonction des besoins et tout ça. Mais en même temps, aussi, au niveau commercial, ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne va pas mettre un type commercial large. Ça ne sera pas une banque qui va aller s'installer là. Ça va être réservé des usages bien précis. Boulangerie, restauration, quoi que ce soit. Si on veut créer un milieu de vie, il faut que les usages commerciaux soient très bien définis pour s'assurer que ça se fasse. Alors, nous, dans l'usage commercial, on va aller définir de façon très, très, très précise pour éviter, je dis toujours une banque, c'est l'exemple qui me revient toujours, une banque dans un quartier de restaurants puis de café, ça n'entraîne pas vraiment un milieu de vie fantastique. Okay. Alors, on va vraiment choisir les catégories commerciales qu'on veut pour créer ce dynamisme local-là aussi, mais ça va être enchâssé de façon très, très précise dans la réglementation. Okay. Je vais juste poser la question maintenant. Merci, Robert. Madame posait la question, restez-vous propriétaire des espaces ou vous allez les louer ou vous allez les vendre? Puis c'est quoi votre plan pour démarcher des commerces? Encore là, ça reste une variété. Il va y avoir de la location, il risque d'avoir de la vente aussi. Là, on a déjà plusieurs compagnies d'intéressés. Les études financières, les études aussi ont été vérifiées du fait qu'un projet comme ça va être attirant pour des commerces de proximité parce qu'ils vont être autosuffisants puis ils vont être capables de vivre de cette population-là, simplement. Le Vieux-Terrebonne, par manque de population, a perdu ses commerces avec le temps, puis c'est triste. Je suis là tous les jours aussi, je suis là tous les week-ends avec ma famille. Je vis la même chose que vous, je le comprends. Puis le but de ce projet-là, c'est de réussir à avoir des commerces de proximité qui vont survivre puis qui vont rester. Donc, nos analyses qu'on a faites, c'est en lien avec ça, d'être capable de les maintenir puis d'attirer des commerces de proximité puis qui vont peut-être même y être résidents parce qu'il y avait souvent des petits locaux aussi de plusieurs services. Donc, on a intérêt à s'impliquer dans cette démarche-là. On a déjà fait nos analyses, puis c'est mis en place pour ça. Moi, je vais juste terminer en disant que je trouve ça le fun qu'il y ait des entrepreneurs qui investissent dans le quartier. Je sais que vos projets n'ont pas tous fait l'unanimité, sauf que vous êtes là pour profiter de l'opportunité, puis c'est business, c'est fair, c'est correct. Moi, je trouve que le poids de la réussite de ce projet-là repose sur la ville, parce que c'est la ville qui va mettre des barrières que les entrepreneurs vont devoir respecter. Donc, quand il y a des maisons avec des mezzanines, des ci, des ça, qu'on trouve inappropriées, le poids, ce n'est pas sur l'entrepreneur qui a fait ce qu'il avait le droit de faire. C'est sur la ville qui n'a pas assez mis de barrières. Fait que je pense que le projet est super intéressant, mais le poids de la réussite de ce projet-là, ça appartient à la ville. Merci, Mme Fortin. Là, je vais faire quelque chose. J'ai 6 personnes au micro. Je vais demander, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent intervenir? Parce que je vais juste, allez-y. Je veux gérer le reste des intervenants que j'ai puis essayer de finir pour 10 heures. C'est correct, ça? Hein? Ça, je pense que ça serait légitime. Puis ça m'aide de savoir si j'en ai 6 ou si là, j'en ai 7. Puis j'ai monsieur qui est assis, c'est ça, vous voulez intervenir aussi. Donc, j'en ai 8. Et je fermerai la liste d'intervenants à ces 8-là. Ça va? Puis à la fin, je demanderai à M. Fontaine s'il veut vous dire un petit mot pour vous remercier de votre participation. C'est beau? Alors, M. Fontaine. Oui, merci. Quelques commentaires. Une question après. Je le sais qu'il y a une obligation de densifier, mais vous avez choisi de densifier au maximum. Je voudrais vous le dire. Vous dites avoir discuté avec Espace Bleu. Je suis surpris qu'Espace Bleu discute avec un promoteur privé. J'aimerais bien ça savoir avec qui vous avez discuté. Le projet, c'est vrai, il est beau. C'est vrai. Beau dessin, belle vocation, des objectifs incroyables, c'est vrai. Et c'est vrai, vous avez le droit de faire de l'argent. C'est vrai. J'aurais aimé ça qu'on nous dise ça au début. La Ville veut plus de revenus. Et les promoteurs, comme tous les promoteurs au monde, veulent plus de profit. Pourquoi je vous dis ça? Et pourquoi je vous dis que je me méfie des dessins? Parce que quand ça commence, le résultat n'est jamais pareil. Vous avez dit vouloir travailler avec les artisans d'ici. On les attend toujours au Xavier. Vous deviez faire des ateliers, il n'y en a pas, mais il y a 2 Airbnb en haut. Ma question,
est-ce qu'il va y avoir de la location court terme dans ce projet-là, incluant des Airbnb? Okay. Merci pour vos questions. Bon, d'abord, peut-être sur l'état des discussions avec Espace Bleu, c'était une première question, en plus des commentaires, puis la location court terme. Espace Bleu, bien, la question, Bleu, c'est parce que Espace Bleu, je sais que la question... Oui, c'est ça, exact. Exact. Alors, c'est pour ça que je l'ai adressé aux développeurs. Il y a eu des discussions entre vous et Espace Bleu, c'est ce que j'ai compris? Absolument. Je n'ai pas parlé beaucoup aujourd'hui, mais ce volet-là me rejoint beaucoup plus. C'est moi qui ai parlé avec les gens d'Espace Bleu à plusieurs reprises. On a eu des meetings avec plusieurs personnes du ministère de la Culture. On a eu des suivis par la suite avec les gens qui sont en charge du dossier. On pourrait même, Robert pourrait même partager les noms, ou moi je lui partagerai avec grand plaisir. Je les ai pas là avec moi. Puis on a même eu des discussions par rapport à aller marcher les lieux avec eux autres. On sait qu'ils ont déjà entamé des démarches au niveau de l'évaluation du site. Donc oui, il y a vraiment réellement des démarches très sérieuses avec Espace Bleu qui sont entamées depuis un bon moment. Merci. Est-ce qu'il y aura de la location court terme? Il n'y a pas de location court terme qui est prévue actuellement. Pour revenir sur le Xavier, je veux juste ramener le fait que les ateliers pour les artistes ont été mis en location durant le COVID. Donc, c'était toujours la volonté initialement que c'était ça qu'on voulait faire. Il y a des artistes qui sont affichés gratuitement dans la galerie d'art multifonctionnelle, sans ristourne, pour les encourager. Il y a des artistes qui ont participé aussi à l'intérieur, au design, dont sur plusieurs œuvres. Il y en a aussi d'affichés sur la rue Sainte-Marie. Donc, puis ça va continuer encore. Ça fait à peine 1 an qu'on est ouvert, donc il faut quand même faire attention où qu'on s'en va. Mais le but initial a été exposé, mais pendant le COVID, on n'a pas eu de réponse du tout de personnes intéressées. Donc, ça a été difficile de poursuivre quand il n'y a pas un appel. On a changé la vocation légèrement là, actuellement. Il y a un besoin pour ça. On est allé vers cette direction-là, mais actuellement, dans l'usine Moody, il n'y a rien du tout qui est prévu à l'effet d'avoir du court terme. C'est vraiment d'un milieu de vie communautaire, familial, pour du long terme. Merci. Merci, M. Fontaine, pour vos questions et commentaires. Madame, en vous nommant? Oui, bonsoir. Moi, je suis Diane Côté. Je demeure au 395 boulevard Terrebonne. Et ma cour arrière, c'est l'usine Moody, l'ancienne usine Moody. Alors, c'est sûr, j'ai passé à travers un paquet de choses, disons, depuis... depuis... le micro un petit peu. Ça va, ça va vous aider. Un peu comme ça? Un peu comme ça? Oui, c'est mieux. Je pensais Parce qu'on vous entend mieux, puis je vous vois, là, vous n'êtes pas très confortable. OK. Bon, alors c'est ça. Et puis, fait que donc, depuis l'incendie de l'ancienne usine Moody, alors on a passé à travers beaucoup de choses, les bruits intenses, le nettoyage, tout ce qu'il y avait à nettoyer de gros métal et tout ça. Moi, je voulais savoir si on était pour être touché, étant donné que, je veux dire, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir une possibilité qui nous demande d'acheter notre propriété pour prendre notre endroit où on demeure, ou bien qu'on demeure là, mais un projet de cette envergure-là, ça peut prendre combien de temps, vous pensez, à réaliser? On n'a pas d'idée. Puis en plus, moi, je trouve que j'aimerais beaucoup qu'on ait un suivi un peu là-dessus. Tu sais, si on peut avoir comme un site, vous pourriez faire un site web qu'on pourrait voir un peu votre évolution dans votre projet. Tu sais, j'ai regardé un peu les constructions Villan. C'était juste à venir pour la Ville, ou bien si c'est la responsabilité de la Ville de nous donner des explications sur ce projet-là. Excellente question. D'abord, y a-t-il un enjeu ou un potentiel d'achat de propriétés adjacentes, les échéanciers, puis les suggestions de Mme Côté sur la communication des travaux? Alors, peut-être sur les enjeux d'achat de propriété. Là. Et aussi, surtout sur le nombre d'années ou le nombre, un projet comme ça, combien ça peut prendre de temps à réaliser, quand même. Je vais me permettre de répondre au niveau des communications. Là. C'est sûr que c'est quelque chose qui est dans les plans. On s'entend aujourd'hui, c'était une étape qui était cruciale pour nous, de prendre le premier pouls de la population. Suite à ça, je connais
qu'une personne étant moi qui travaille dans le monde des communications, du marketing, c'est sûr que c'est dans les plans d'informer les gens de ce qui s'en vient, mais surtout de les impliquer aussi dans ce qui s'en vient. Un site web, oui, mais il y aura plein d'autres moyens aussi, puis il y aura d'autres endroits où est-ce qu'on pourra discuter avec vous autres avec grand plaisir, ça c'est sûr et certain. Okay. Ce volet-là. OK. Échéancier, un projet comme ça, là, ça prend combien de temps à se réaliser? C'est sûr que ça va dépendre aussi de l'étude de marché là, au timing que ça va débuter, là, mais c'est des projets qui vont entre 5 et 8 ans là, habituellement, là, tout dépendant de l'écoulement des unités ou des ventes. Si ça va très vite et une très forte demande, ça peut aller très rapidement, comme l'écoulement peut être plus graduel puis se rendre jusqu'à 7-8 ans. Là. Okay. Fait que, mais c'est sûr que l'objectif, c'est quand même de faire ça bien puis de le faire rapidement pour les citoyens autour. Et moi, j'ai compris, madame, mais êtes-vous sur le site même? C'est ça, quand vous dites votre maison? Vous êtes... Ma cour arrière. La cour arrière? C'est l'ancienne usine Moody. C'est l'ancienne usine Moody. Bon, alors, sur la question... Je demeure sur le boulevard Terrebonne, fait que donc ma cour arrière. J'ai dû même être évacuée durant l'incendie. Okay. Alors, est-ce qu'il y a des potentiels de transfert de propriété? Je ne sais pas, là, peut-être qu'on est dans le domaine privé ici. Oui, peut-être. Je ne sais pas qui pourrait répondre ou non en fait, à cette question-là. Ça ne fait pas partie du projet. Ça ne fait pas partie du plan, d'accord. OK, c'est bon. Alors, donc, on est dans le domaine privé. OK. OK. Merci beaucoup. Merci, Mme Côté. Monsieur, rappelez-moi votre nom, Huard, c'est ça? Non. Proche, Ménard. Ménard. Excusez-moi. Allez-y, monsieur. Pas de problème. 3 questions de précision, puis une autre qui n'est pas de précision. Première, je pense que c'est pas mal tout pour les promoteurs. Okay. Première question de précision, vous avez mentionné que vous êtes plus pour la partie sud. Est-ce que la question, en fait, c'est est-ce que l'ensemble des investisseurs sont déjà en place pour l'ensemble du projet qui nous est présenté? Ou est-ce que vous êtes aussi à la recherche d'investisseurs pour combler certaines phases? Ou est-ce que tout le monde est déjà là? OK. Donc, première question. Deuxième question, en termes de vocabulaire, là, quand on parle de place publique, c'est pas vraiment une place publique là, qui, disons, serait cédée à la ville, puis là, on peut aller là n'importe quand, faire ce que bon nous semble, mais plus une place privée où il va juste avoir beaucoup de monde. OK, donc le statut de la place. Troisième question? Troisième question. Non. Moi, je n'ai pas oublié. La troisième question était supposée d'être des précisions. Après ça, il y en avait une quatrième qui n'était pas des précisions. Oui, exactement. Mais finalement, je pense que j'ai oublié, elle va peut-être revenir. Mais je vais y aller avec celle qui... Vous voyez, je ne prends pas de notes, là, je vais comme ça. Excusez. Mais qui n'était pas une question de précision. C'est quoi le nombre d'unités minimales pour que l'ensemble de ce projet soit rentable? Là c'est 900, mais ce serait quoi le nombre minimal pour que l'ensemble de ce projet soit rentable? Et puis, vous pouvez peut-être répondre à ces 3-là, puis l'autre va peut-être me revenir. C'est bon. Alors donc, démêlez-nous donc ça, là. Partie sud, partie nord, on a-tu les investisseurs en bas, on les a pas en haut? C'est quoi là? Bien, nous autres, c'est qu'on a acquéri la partie sud. Les autres sections qui font partie du PAE, on n'a pas entamé des discussions pour en faire l'acquisition. Présentement, c'était pas nécessairement dans notre objectif. Vraiment, on se concentre sur la partie sud qui, pour nous, est, comme on disait tantôt, qui est notre endroit où ce qu'on est habité vraiment depuis de nombreuses années. Là. Donc, c'est celle-là sur laquelle on se concentre. Mais actuellement, on n'est pas en démarche pour acquérir les autres. Les personnes qui sont propriétaires, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va l'acheter, qui va le développer, à même la réglementation qui va être mise en place, ou à même le projet qui va être approuvé dans son ensemble. Mais de notre côté, on est vraiment concentré sur la section de l'usine Moody. Puis pour même réitérer tantôt là, avec M. Fontaine, que je parlais au niveau des artistes et tout, le cœur à la base de notre réflexion, c'était l'incubateur culturel dans l'usine. Donc, c'est ça qu'on veut faire. On veut travailler avec les organismes du secteur, si Espace Bleu n'est pas là, pour justement amener les artistes du secteur. C'est une volonté qu'on a de notre implication sociale puis communautaire. Donc, c'est cette vocation-là qu'on veut lui donner. Fait qu'on se concentre vraiment sur tous ces aspects-là. Pour la place publique, qui était ta deuxième question, la place publique, elle est publique. Comme les parcours puis les corridors qu'on s'est affairé à réfléchir pour pouvoir assurer que les citoyens peuvent utiliser ces parcours végétaux-là puis se promener dans le secteur
aller sur la place publique, aller au marché, aller au commerce de proximité. L'ouverture qu'au coin du boulevard Terrebonne puis Saint-Louis, c'est cette ouverture-là qui fait le chemin avec le vieux Terrebonne puis District Maudit qui fait la continuité du vieux Terrebonne puis l'entrée dans le projet. Donc, c'est public. Est-ce que la propriété va être transférée à la ville comme terrain public ou forme de parc, par exemple? Bien, actuellement, c'est préliminaire encore, là, donc ces discussions-là, on n'est pas rendu à cette étape-là, mais ça reste que l'endroit va être public. Les îlots privés sont vraiment à l'intérieur même des bâtiments dans le centre ou dans les cours privés. Mais les parcours et les couloirs qu'on a démontrés, ainsi que la place publique, la promenade patrimoine, le couloir du raconteur, c'est pour tous. OK. L'autre chose, M. Ménard, au début, là, pour ceux qui se rappellent le début de l'Assemblée, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on est ensemble, M. Chicoine a expliqué que quand on fait des plans d'aménagement d'ensemble, des fois, il y a plusieurs propriétaires sur le site. Là, vous vous rappelez de ça? Alors, donc, c'est le cas. Ici, vous avez les propriétaires de la partie sud, puis dans la partie nord, c'est d'autres propriétaires. Votre troisième question sur le... Si vous me permettez, juste pour clarifier ça, parce que c'était plus ça le sens de ma question, et non pas nécessairement ce que vous, comme promoteur, vous voulez aller au nord. Là. Mais est-ce que l'ensemble des investisseurs sont déjà en place, ou est-ce que toute la phase qui est en haut, disons, du nouveau boulevard Maudit, il n'y a personne pour le moment qui investit là? OK. Donc, dans la partie où vous êtes propriétaire, est-ce que vous avez l'ensemble de vos investisseurs? C'est pas ça ma question. Non, je comprends votre question. Ouais. Là, on a la nouvelle rue qui est mise en place. Il y a un sud puis un nord avant d'aller sur la rue Langlois. C'est ça que vous voulez dire? Moi, c'est ça que je comprenais quand vous parliez de la partie sud. Tu peux mettre l'image, Mathieu? On va la démêler. Non, mais parce que si moi, je suis mêlé, là... c'est parce que j'ai mal écouté. Alors, on va mettre la carte, puis on va voir exactement. D'abord, vous allez nous dire le terrain exactement dont vous êtes propriétaire, il arrête où. Puis comme ça, on va bien comprendre. Alors, on la voyait dans l'une des slides du début. Vous voyez par le laser qui est détaillé, la coupure là, qui se fait où ce que les arbres végétales là, dans la section. Oui, exactement là. Fait que ça, c'est notre coupure de terrain qui s'en va jusqu'en bas. OK, ça, c'est chez vous, en bas, là, chez vous, dans le sens, vous êtes propriétaire. Oui. Puis en haut de cette bande verte-là, ça, vous n'êtes pas propriétaire. Exactement, c'est d'autres propriétaires, exact. Mais il y a des gens qui sont... Tu sais, tout ce qu'on nous a présenté ce soir, là, il y a d'autres investisseurs aussi là, derrière ça. Là. Ou est-ce que c'est des phases à développer s'il y a des gens qui investissent? C'est ça ma question. En fait, pour répondre à ta question clairement, si je la comprends bien, la partie qui nous appartient, si on est capable de développer cette partie-là, nous autres ensemble, puis qu'on continue à travailler avec la Ville, tout ce qu'on vous a présenté va être réalisé par notre groupe d'investisseurs qui est déjà en place. Le reste, ce qui est en haut qui ne nous appartient pas, importe peu sur la place publique ou sur ce qui va se passer à l'usine Maudit. Est-ce que ça répond à ta question? OK. Et l'autre, on va finir ça. La Ville, comme je vous disais au début, la Ville a fait un plan d'aménagement d'ensemble. Elle dit, dans ce secteur-là, c'est ce genre d'éléments-là qui devrait s'en venir un jour. Mais si, en haut, ça ne vous appartient jamais, vous achetez jamais ça, puis personne ne l'achète, bien, ça va rester comme c'est en ce moment. Puis si un jour des gens l'achètent, l'acquièrent, puis qui veulent développer, bien, la Ville va dire, vous allez faire ça selon le plan d'aménagement d'ensemble qu'on a adopté en 2022. C'est plus clair, ça? Hein? Est-ce que je me trompe, M. Chicoine? Non, mais je pense que c'est important ce que vous dites parce qu'on a toujours peur de la réalisation finale du projet. Ils font une partie, l'autre partie ne leur appartient pas, ça ne se fait jamais, puis finalement, on a un projet qui n'est pas complet. Un des éléments de départ, comme on l'a dit au début, c'est que pour présenter un PA, il faut que tu sois propriétaire majoritaire. Dans le cas, vous avez vu, moi, je pense que ça représente quasiment 2/3 de l'ensemble du projet qui sont propriétaires. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on a accueilli le plan d'aménagement d'ensemble en se disant il y a 2/3 qui va se réaliser sûr avec ces gens-là, puis qui sont les propriétaires. L'autre partie va être réglementée, va être faite de cette façon-là. Qui va le faire? Est-ce que c'est eux qui vont l'acquérir un jour ou c'est quelqu'un d'autre? Mais ils devraient le faire de la même façon. Bien sûr que nous, les propriétaires qui ne sont pas eux autres, ils vont être au courant de ce plan d'aménagement d'ensemble-là, qui va mettre en valeur leur terrain potentiel de développement futur, mais dans le cadre qui va être approuvé dans l'ensemble. Alors, on a toujours dit que pour regarder un plan d'aménagement d'ensemble, il fallait que le propriétaire
soit majoritaire, ce qui est le cas, pour s'assurer au moins que le projet parte comme il faut. Et l'autre partie va être planifiée de la même façon, peu importe le propriétaire. Est-ce que c'est plus clair, M. Ménard? Oui. Oui, OK. Si vous Alors, voulez, nombre d'unités minimum pour que ce projet-là, dans votre partie, là, ou dans l'ensemble, soit rentable. Alors, est-ce que c'est la question de M. Ménard? Bien, pour vous mettre au fait, là, initialement, le projet avait plus d'ampleur initialement. Là. Donc, depuis 2 ans, on a travaillé. Le projet était plus gros. Il y avait certains endroits aussi, il y avait des hauteurs différentes. Dans les 2 années, on a travaillé avec la ville pour justement trouver une façon homogène de le mettre dans le secteur d'une façon à ce qu'il respecte tout l'environnement, incluant la diminution importante du nombre d'unités. Donc, au stade où on est là, pour pouvoir effectuer des investissements, la restauration d'un bâtiment comme ça, mettre des places publiques, mettre justement qu'est-ce qui est au niveau accommodation, des histoires, de la culture, du patrimoine, on est au minimum de qu'est-ce qu'on peut amener pour offrir tous ces services-là, les parcours, les couloirs, toutes les accommodations. Donc vraiment, le projet, à la base, présentait tous ces éléments-là, puis ces faits-là de plus-value. On a dû réduire à ce stade-là, puis c'est comprenable. Il y a eu des faits, il y a eu des études, il y a eu des choses qu'on a dû regarder. Mais pour réussir à conserver toutes ces accommodations-là, on est au minimum de notre côté. Là. Okay. Merci, monsieur. Est-ce que vous me permettez de poser ma 4e qui m'est revenue? Oui, mais j'avais dit qu'on finissait à 10 heures, puis il me reste 4 personnes, puis il est 10 heures moins 1. Alors, rapidement, puis voilà. C'est toujours sur la rentabilité, parce que vous avez en partie répondu que si je comprends bien, la rentabilité des commerces serait atteinte juste avec les unités qui seraient là. Parce que là, je vais juste y aller avec un commentaire. Moi, en fait, je dirais même que c'est la partie qui je trouve la moins intéressante, parce que des fois, j'ai l'impression que des espaces commerciaux, des restaurants, il me semble que c'est pas ça qui manque à Terrebonne. Puis qu'au fil des années, ce que j'observe, c'est juste un déplacement de ces espaces. C'est qu'il y a des nouveaux investisseurs qui créent un nouvel espace, puis là, les gens vont là, puis là, délaissent d'autres qui sont plus à l'abandon ou en décrépitude. Puis ça fait juste déplacer. Je peux répondre. Dans le fond, le Vieux-Terrebonne est déjà connu comme un espace reconnu culinaire. Donc, notre but, c'est pas de faire une continuité d'espaces reconnus de restaurants culinaires à cet endroit-là. Oui, il va y avoir des petits bistrots, sûrement un petit restaurant, mais le but, c'est d'offrir des commerces de proximité pour répondre aux besoins puis au quotidien de toutes les familles puis de tout le monde, ce qui manque dans le Vieux-Terrebonne. Donc, notre analyse initiale a été faite dans c'est quoi qui manque, c'est quoi les besoins, c'est quoi qu'on a besoin dans le secteur. Donc, c'est pas juste les 900 unités qui font faire vivre les commerces, c'est tous les citoyens du Vieux-Terrebonne, parce que le district maudit, c'est la continuité. Ces citoyens-là vont aussi aller là pour aller faire leurs empêtes, aller au marché, aller dans les commerces de proximité. C'est tout le secteur aux alentours aussi de Maudit. C'est plus que juste 900. Les commerces vont vivre de tous les secteurs avoisinants parce que le monde va aller à Bessic, vont aller à pied pour aller faire leurs emplettes à la boulangerie. Donc, le but, c'est pas d'amener des restaurants à la fois là puis d'en faire une continuité. Le Vieux-Terrebonne vit déjà de ça. C'est sûr qu'il va probablement falloir un bistrot, c'est normal, un café, mais c'est pas notre but initial d'amener ça à cet endroit-là, c'est de répondre aux besoins manquants actuellement. Merci, M. Ménard. Merci à vous. Madame Arvunama. Bonsoir, Louise Pellerin, 688 rue du Pont. Allez-y, Madame Pellerin. D'abord, félicitations. C'est un très beau projet qui fait rêver. Je me demande qui pourra rêver d'y habiter. Vous avez parlé de mixité. J'ai rien entendu sur la mixité économique, logement abordable. On voit beaucoup de condos dans le Vieux-Terrebonne apparaître. On a même vu des 5,5 à 2300 $ par mois. Mais si on veut que les gens de Terrebonne profitent de ce bel espace-là, je pense qu'il faudrait que la Ville exige un pourcentage de logements abordables. Et je fais la différence entre logement social et abordable. Là, je parle vraiment de logement abordable. OK. Alors donc, du côté de la Ville, est-ce qu'il y a ce type d'obligation? Puis ensuite, du côté du développeur, quelles sont les intentions? D'abord, dans le projet, il y a quand même une résidence collective aussi qui est dans le projet. Fait que c'est une mixité d'usage.
On en a parlé un peu tantôt, rapidement. On est présentement à la Ville en train de regarder tous ces aspects-là parce qu'on sait qu'il y a des besoins de logements abordables. Il y a différentes façons de le faire. Il y a des exemples à Montréal, le règlement 20-20-20 qui fonctionne plus ou moins bien. On travaille sur ça présentement. Quel genre de stratégie va-t-on imposer pour aller atteindre certains chiffres de logements abordables? C'est des choses qu'on va discuter avec le promoteur, effectivement. Est-ce qu'on peut avoir un pourcentage de logements abordables dans ce projet-là? On n'a pas rentré dans ces détails-là beaucoup avec eux. On a parlé quand même qu'on voulait une mixité. On en a parlé. Bien, c'est ça. On sent la sensibilité de la mixité, puis je trouve ça vraiment intéressant. Alors, ça ajouterait justement à ce projet on va leur demander de mixité. leurs intentions. Ça fait partie des discussions qu'on veut entamer de façon un petit peu plus précise avec eux sous peu. On a toujours parlé d'une mixité, on a toujours parlé de besoins aussi. On en a discuté, mais on n'a pas encore statué vraiment comment, où, puis combien. Je me retourne du côté des développeurs. Est-ce que vous avez une idée des échelles de prix pour l'achat ou pour la location ou de la mixité, comme Mme Pellerin le... Les échelles de prix n'ont pas encore été mises en place là, dans une grille. Par contre, initialement, quand on avait amené un plus gros volume de logements, quand on ne parle pas de 900, on parlait de plus, on avait une intention de mettre des loyers abordables, c'est pourquoi on avait besoin d'autant pour la rentabilité complète du projet avec toutes les accommodations. Le projet a diminué et tel qu'on vous le présente aujourd'hui, avec toutes les accommodations qu'on avait même prévues au départ. Donc, c'est là que ça va de soi que le nombre d'unités est très important pour nous parce qu'on tombe justement dans le volet de discussion pour le plus de notre possible pouvoir offrir des loyers abordables aussi à même le projet. Donc, on est dans cette analyse-là. C'est pourquoi le nombre d'unités est très important parce que ça l'affecte immédiatement la rentabilité du fait qu'on a déjà diminué puis du fait qu'on veut offrir vraiment toutes les accommodations qu'on a mis au projet puis la plus-value et l'aspect aussi social, communautaire, culturel, place publique. Donc, si on veut maintenir ça, qu'on veut offrir aussi des loyers abordables dans le lot du projet, c'est là où tout doit se tenir, puis que les discussions sont déjà entamées là, aussi avec la Ville, puis dans nos analyses. Là. Merci. Merci, Mme Pellerin. Donc, il y a un équilibre à trouver, quoi. Alors, monsieur, en vous nommant, s'il vous plaît. Oui, c'est Jonathan Godin du 762 Osias Vézina. Donc, on parlait de l'espace bleu. Moi, je me posais la question sur espace bleu ou non, selon si c'est accepté ou si c'est refusé. Est-ce que c'est quand même prévu là, de penser à un espace muséal qui commémore la mémoire de la famille Moody, puis tout son héritage, dans le fond, peu importe la décision là, du gouvernement? Puis aussi, vu qu'on parle de multigénérationnel, on peut prévoir qu'il va peut-être avoir entre 2000 et 3000 nouvelles personnes dans 900 unités. Parmi ceux-là, il va y avoir certainement plusieurs enfants. Donc, est-ce que ça a été envisagé, la construction d'une nouvelle école, un peu comme on a vu dans le secteur des pionniers, un peu un secteur, le district, il l'appelle comment, le district de ce coin-là? C'est un projet de Terrebonne, là. Mais bref, on construit l'école des pionniers en plein cœur de ce projet-là, même si c'est des tours résidentielles autour. Donc là, ici, c'est un projet d'envergure aussi. Je me demandais si une nouvelle école avait été envisagée. Je sais qu'il n'y a pas de représentant du centre de services scolaires ici, mais non, on peut demander à la Ville. C'est ça. Donc, puis aussi, quelqu'un a parlé de piscine tout à l'heure, puis ça n'a pas été repris. C'est vrai. Donc, parce que c'est vrai que c'est un quartier où il y a beaucoup de personnes qui vivent en logement, qui n'ont pas nécessairement un accès à la cour. Donc, je pense que c'était une opportunité en or de le faire. Il y a quand même d'autres terrains, je pense au terrain de l'ancienne Ford puis le Fix Auto, qui va éventuellement sûrement être développé. Mais c'est ça, je pense que c'est un quartier vraiment... Parce qu'il y a une piscine pour 120 000 habitants, mais intérieure, à l'autre bout de la ville, où ça te prend une auto pour aller. C'est pas très, très invitant pour... Mon erreur, la piscine, j'ai pas l'habitude d'en oublier, mais celle-là, je l'ai oubliée. Ah oui, bien, c'est possible. Deux piscines. Alors donc, espace bleu, si ça marche pas, est-ce qu'il y a quand même une commémoration de l'histoire de Moody? Effectivement, là, même la présentation, on l'a allégé un peu, là, mais initialement, la présentation qu'on a mis en place là, au départ puis qu'on a réfléchi parle justement de l'histoire de Matthew Moody, de toute l'histoire de l'usine. Donc, initialement, l'incubateur culturel est un musée multifonctionnel
qui est mis en place, même si Espace Bleu n'est pas là. Comme je disais tantôt, c'est notre volonté, c'était notre cœur de projet. Il est parti de là, puis il a évolué avec le reste qui s'est attaché. Donc, naturellement, c'est un besoin nécessaire pour nous de redonner ça comme élément de partage, puis d'encourager les artistes d'ici. Puis ceux à se faire connaître comme ceux qui sont déjà connus, de faire des expositions éphémères. Donc, c'est sûr que rendu à ce stade-là, quand ça va être en place, même avant que ça soit en place, on va travailler avec plusieurs organismes pour mettre cette proposition-là en place, puis les aider, puis les mettre en place dans cette vocation-là, puis dans comment on doit la faire évoluer. Là. Ouais, pour les maudits, ce serait, dans le fond, un volet permanent. Oui, effectivement. Dans le fond, le parcours patrimoine, la promenade patrimoine, le couloir du raconteur, là, ça va raconter l'histoire vraiment de l'usine Moody, Mathieu Moody, et même des histoires de la ville aussi, des bâtisseurs. Donc, qu'Espace Bleu soit là ou non, c'est vers ça qu'on s'en va, puis c'est notre volonté. Là. Ça va rester. C'est bon, merci. Monsieur Chicoine, piscine, école. École, ça va être plus facile. En fait, école, on a des projections toujours de population, puis on regarde les différents secteurs où atteindre les populations. On discute avec les commissions scolaires, les centres de services, ça a trahi mon âge un peu. Les centres de services scolaires, il y en a 2 à Terrebonne. Dans le secteur, on a prévu une école, mais plus dans le secteur du parc industriel d'Éveillé. Il y a un parc qui est déjà prévu d'un côté, puis il y a un parc qui est existant de l'autre côté. Mais dans ce secteur-là, il y a un terrain qui est réservé pour une école déjà. Alors, ce n'est pas exactement sur le site de la Maudit, mais c'est dans le secteur juste à côté qu'il y a une école de prévue. Okay. Ça fait partie des projections. Le terrain est déjà ciblé pour ça. Piscine. Piscine, en fait, piscine, je n'ai pas la réponse précise, mais on discute avec les loisirs, les parcs, d'un plan directeur des parcs. Il y a un plan directeur qui a été déjà déposé à la Ville. Il y a des projections aussi au niveau de la population, au niveau des espaces. On a un plan qui indique toutes les différentes grosseurs de parcs, les parcs de quartier, les parcs régionaux, et il y a des équipements qui sont attachés à ces espaces-là. Malheureusement, je ne suis pas au service des loisirs des parcs, mais je sais qu'il y a des équipements plus importants qui sont prévus dans certains parcs. Je vous inviterai peut-être à reparler aux directions des loisirs pour voir c'est où sont prévus ces équipements-là, mais il y en a de prévus à travers les développements dans la ville, mais je ne pourrais pas vous dire où exactement. Lors de la conception du plan directeur des parcs, justement, il y a eu des consultations des citoyens et tout. Donc, toute l'analyse des besoins selon les différents secteurs ont été faites et vraiment, ça a été un travail qui a été fait de manière rigoureuse là, pour vraiment identifier quelles seraient les infrastructures à mettre en place à l'intérieur des parcs. Lorsqu'il arrive à avoir un niveau de vétusté des infrastructures, bien, on essaie de remettre au goût du jour selon les besoins des différents secteurs. Donc, c'est vraiment comme M. Chicoine dit, peut-être avec les loisirs, de voir le plan directeur en soi. Là. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Merci, M. Godin. M. Dubé. Oui. Alors, je vais revenir sur... vous avez parlé de résidence collective. Oui. Je n'ai pas entendu parler de quelle forme ça pouvait prendre, soit une coopérative d'habitation. Vous avez parlé, on vient au musée. Vous avez parlé de vie communautaire, de vie sociale. Excusez, je vais me mettre devant le micro. Mais c'est dans un projet privé. L'espace public, il est privé. Qui va gérer au niveau des lois? Il n'y a pas de syndicat de copropriété parce que tout est loué. Hein? Il n'y a pas de copropriété. Donc, qui va gérer les espaces publics? Qui va déterminer à quelle heure que les gens vont devoir rentrer chez eux? La musique va être à quel niveau? Alors donc, monsieur, vous avez dit tantôt, c'est des places publiques, mais le transfert de propriété, ça, c'est pas encore tout à fait discuté. Alors, monsieur Chicoine, peut-être, qui gère là, les heures? Y a-t-il des spectacles, la sécurité? Comment ça marche? Puis les résidences collectives aussi. En fait, les résidences collectives, c'est déjà prévu dans le projet, mais en même temps, on a parlé des grands principes. Encore aujourd'hui, je tiens quand même à préciser que toutes les vocations ne sont pas déterminées. Tous les espaces publics, il y a différentes façons. D'abord, il y a des règlements sur les bruits qui s'appliquent à l'ensemble du territoire, que ce soit privé ou public.
Alors ça, il y a de la réglementation sur le bruit, sur les heures d'utilisation, comme dans les parcs, dans les espaces publics, ça existe déjà. Il y a plusieurs façons d'utiliser les espaces publics qui peuvent devenir propriété de la ville, comme ils peuvent être privés, mais avec des servitudes d'utilisation. Alors, toutes ces formes-là n'ont pas été discutées encore, mais bien sûr que la ville a plusieurs méthodes pour gérer ces espaces-là, contrôler les utilisations, qu'est-ce qu'on peut en faire dans ces espaces publics-là, quelle heure, le bruit, tout ça, ça fait déjà partie de plusieurs règlements. Mais comment que cet espace public-là va finir? Est-ce qu'elle va devenir propriété de la ville? Est-ce qu'elle va être gérée plus par une servitude d'utilisation, des ententes? On signe des ententes aussi avec le privé d'utilisation de terrains, comme les écoles, on utilise des terrains, des parcs-écoles, ainsi de suite. Fait qu'il y a plusieurs façons de le faire. On n'est pas tout à fait rendu dans la finalité, mais bien sûr que la ville va être très, très impliquée dans le contrôle de tout ça. Il y a bien des modèles. Espace, résidence collective, là, tantôt, vous avez dit ça peut être personne aînée, vous avez dit ça peut être habitation style communautaire, monsieur parle de coopérative, ça peut-tu être tout ça? Ça peut être tout ça, c'est toutes des formes à regarder. L'espace collectif, les résidences collectives chez nous, en fait, c'est des résidences personnes âgées, nouvelle vague, là, je dirais, parce que les édifices personnes âgées n'ont plus les mêmes services qu'avant. Ils n'ont plus nécessairement une clinique à l'intérieur, une infirmière qui est sur place, un restaurant. Ils fonctionnent beaucoup plus sur des appels, sur des rendez-vous. On appelle plus sur une résidence collective parce qu'on n'exige pas les mêmes éléments. Mais encore là, c'est des discussions à avoir. On veut avoir une mixité, je pense que le promoteur l'a bien dit, une mixité des usages, une mixité de la clientèle. C'est ça qui fait un quartier dynamique. Alors, on veut s'assurer que, justement, que ces types d'habitations-là peuvent permettre à plusieurs types de générations, plusieurs types de clientèle dans ce secteur-là. Et on va venir les définir de façon plus précise en cours de route. Merci. Est-ce qu'on a un modèle d'affaires comme ça ici au Québec? Déjà? Un modèle d'affaires comme ça, vous voulez dire compagnie privée qui... Je vois qu'on peut comparer là, ce genre de... Ça a l'air d'une cité dans la ville. Ah, bon. Est-ce qu'il y a des comparables? Peut-être les gens de Sidley, vous en voyez beaucoup? Ben, en fait, tantôt, on a parlé de les Shoppingus à Montréal, par exemple, où il y a du commercial privé qui est venu s'installer sur un territoire. Il y a aussi beaucoup de mixité résidentielle. Donc, vous allez voir des familles plus dans des maisons de ville, des bâtiments aussi, donc de 4, 5, 6 étages qui se sont établis, des bâtiments qui sont plus en esthétisme, en respect au patrimoine, mais aussi plus contemporains, en fait. Donc, exact. Donc là, dans ce projet-là aussi, il y a beaucoup de l'espèce d'ambiguïté entre la place publique et la place privée, en fait. Puis je pense que ça devient intéressant pour le citoyen, donc de pouvoir profiter de pas juste un parc qui est mentionné par la ville, que c'est un parc, mais qui est offert à tous, en fait, donc qui est ouvert. Dans les Shoppingus aussi, donc il y a cette espèce de limite-là qui est très perméable, en fait, entre les espaces privés et publics. Donc, la place publique est vraiment, c'est ouvert à tout le monde, à tous les citoyens. Exactement. Pas seulement vous ne pourriez pas dire un jour, non, maintenant on ferme, c'est seulement que les citoyens qui demeurent dans ce quartier-là. L'engagement parce que c'est privé. Bien expliqué tout à l'heure, c'est une place publique dont la forme exacte reste à déterminer avec la ville, mais c'est une place publique, n'est-ce pas? C'est ce qui a été dit. D'accord, merci. Merci. Moi, j'habite à côté des Shoppingus. Si ça vous intéresse d'en connaître plus, venez m'en parler. Donc là, j'ai les deux dernières interventions, Madame et Monsieur. Allez-y, Madame. Estelle Couillard, 884 Saint-François-Xavier, dans le cœur du Vieux-Terrebonne. Félicitations, vraiment. C'est des très beaux dessins. Évidemment, ça va prendre beaucoup de temps avant que ça se réalise. Je vais faire un petit peu le timé de la petite vie. Puis je vais vous parler de vidange. Ça a l'air niaiseux, mais j'espère que la ville va avoir les oreilles grandes comme celles d'éléphant, écouter, entendre et agir dans la conséquence de ma proposition. Vous avez fait de très, très beaux dessins. Vous allez avoir beaucoup de résidents. Je me demande où et combien de poubelles, de bacs de recyclage,
de compost vont se trouver où et combien. Et juste pour monsieur les promoteurs et les architectes qui sont là, sur la rue Saint-Jean-Baptiste, vous avez fait 2 érections immobilières de plusieurs logements. Et il n'y a pas moins de 12 poubelles multicolores au grand jour, au grand vu et au grand su et au grand déplaisance, à la grande déplaisance de tous. Je comprends qu'on est pris avec ces choses-là, mais Ville de Terrebonne, vous devriez, enfin j'espère et je vous suggère fortement, puis je suis certaine que plusieurs personnes ici appuieraient la décision de la Ville, à partir de demain matin, 8h15, d'exiger que tout futur projet d'érection immobilière, de quelque importance que ce soit, prévoit de mettre les bacs de toute nature non à la vue. Il y a un règlement qui existe depuis au moins 37 ans dans la ville de Terrebonne qui veut dire aucune poubelle visible de la rue. Alors, on va demander, aujourd'hui, c'est sûr et certain, là, on est passé à côté pour beaucoup de raisons, mais à partir de maintenant, on devrait faire un effort monumental et réussir à prévoir les bacs de toute nature, même presque anticiper des additions de bacs quelconques et de les dissimuler tout en pouvant les rendre accessibles aux éboueurs puis aux collecteurs de déchets et d'ordures. Madame Couillard, je pense que votre plaidoyer est très, très, très clair et vibrant. Alors, qu'est-ce qu'on prévoit à la Ville en matière de gestion de matières résiduelles? Bien, en fait, dans des projets d'envergure comme ça, ça ne sera pas des petits bacs individuels, là, on s'entend. On gère les déchets avec des molocs ou des conteneurs semi-enfouis. Ça fait partie même des plans d'implantation qu'on exige. Quand on parlait de PIA tantôt, ils doivent déposer un plan d'aménagement incluant la gestion des déchets. On regarde où les localiser. On s'assure que c'est justement très bien placé, caché, ça ne nuit pas à la vue. Puis c'est des conteneurs semi-enfouis. Alors, ce n'est pas des bacs individuels. Et on en a des exemples un peu. Si vous regardez dans Urbanova, on procédait avec des molocs de ce genre-là, ainsi de suite. Alors, la gestion des déchets est regardée à même le plan d'implantation dès le départ. Oui, mais Mme Couillard, là, les gens ne vous entendent pas derrière, mais on a compris que vous avez une couple d'exemples que vous trouvez qui sont mal réussis, puis vous avez fait un bon plaidoyer. Je pense que votre message a été très bien entendu. Il faut dire que ça a beaucoup évolué, la gestion des déchets aussi. Hein, entre ce qu'on faisait il y a quelques années et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est 2 mondes. Là. Mais merci de l'avoir soulevé, Mme Couillard. Monsieur, en vous nommant, s'il vous plaît. Bonjour, Martin Fournel, je reste sur la rue Léon-Martel. En fait, ma question s'adresse aux employés de la Ville de Terrebonne. Ce soir, le processus de consultation, vous avez envoyé des avis selon une carte très restreinte qui était très à proximité de la Maudit ou plus en haut. Et j'aimerais savoir un engagement de votre part, puisque ce projet-là touche l'ensemble des résidents du Vieux-Terrebonne, pour tout ce qui est les prochaines communications, les avis, autant les procédures référendaires, d'informer l'ensemble des citoyens du Vieux-Terrebonne. Bien, alors, pour toutes les... je vois Geneviève là, qui est aux communications, qui est juste derrière vous, qui fait signe de la tête, là. Pour tous les avis d'approbation référendaire de changement de zonage, c'est fait à l'ensemble de la population. C'est d'ailleurs fait dans les journaux. Et on avait un représentant de la revue qui était ici ce soir. Donc, c'est fait aussi sur le site Internet de la Ville, j'imagine, accessible à tous. Ce soir, c'était une soirée d'information citoyenne plus destinée. Non, je comprends bien, sauf que la décision, ça a quand même été de dire on va y aller avec une zone très restreinte. Il y a plein de citoyens du Vieux-Terrebonne en bas qui ont reçu aucune lettre, dont moi, que je vois pratiquement maudit de ma cour. Fait que pour la suite des choses, je ne voudrais pas non plus qu'on y ait encore ce sens-là avec la facilité de dire on va y aller avec l'obligation. Puis je comprends qu'au niveau des employés de la Ville, ils ont certaines obligations puis qu'il faut qu'ils respectent des lois. Sinon, je me retourne vers les conseillers municipaux qui sont présents ici. C'est l'ensemble de vos citoyens qui vont devoir vivre avec ce bâtiment-là. Donc, moi, je m'attends de votre part, si on ne peut pas y aller de l'aspect légal avec les employés de la Ville, bien, je pense que c'est un peu votre travail aussi d'aller retourner vers vos citoyens puis les informer minimalement de toutes ces démarches-là. Donc, merci du message, M. Fournel. Je vais quand même vous mentionner une chose. Ce soir-là, ce n'est pas le minimum prévu par la loi. Là.
Non, c'est pas du tout prévu par la loi. Non, quand je parle du minimum, c'est au niveau des avis de convocation. Non, je comprends. Mais ce soir, c'est une assemblée qui est faite en surplus de ce qui est normalement prévu. Alors là, oui, peut-être, je vois Geneviève, là, vous dites, oh, on aurait dû, tant qu'à faire, on aurait dû essayer d'élargir les invitations plus. Alors, c'est bien noté. Mais ce qu'on fait ce soir, c'est une démarche supplémentaire qui ne sont pas faites habituellement. La démarche habituelle, c'est le processus de consultation que vous avez vu là, annoncé au moment du changement de zonage. Ça, c'est le minimum légal. Mais là, ce soir, c'est en surplus. Parfait. Donc, vous me dites que ce soir, les invitations ont été faites un peu de façon volontaire, mais que pour les prochaines étapes, l'ensemble du Terrebonne va être consulté. Exact, parce que pour les prochaines étapes, elles seront les étapes formelles prévues au règlement. Non seulement c'est le Vieux-Terrebonne, mais c'est toute la ville de Terrebonne qui est invitée. Parfait, merci. C'est bon? Merci, M. Fournel. Écoutez, manifestement, vous avez votre quartier qui vous tient à cœur, l'avenir de la Maudit. Merci beaucoup d'être encore si nombreux à 10h20. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Merci à tous les intervenants de la ville, à tous les représentants des promoteurs du projet, à leurs architectes, notre technicien, les équipes de communication qui ont aidé à organiser. Et un grand merci à tout le monde pour vos questions, toutes plus pertinentes les unes que les autres, et de votre grand intérêt pour l'avenir de votre quartier et de votre ville. Alors, je vous souhaite une belle soirée.